Bonjour et bienvenue dans les ailes du Maroc. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dr Raja Gzadi, chirurgienne cancérologue, spécialiste du cancer du sein et de la chirurgie digestive. Elle s'est distinguée très tôt par l'excellence en devenant la première femme marocaine majeure au concours universitaire de médecine. Donc elle nous dira quelle émotion ça donne peut-être à elle, mais surtout à ses parents. Professeure universitaire, elle forme aujourd'hui des générations futures, tout en exerçant au sein de structures hospitalières de premier plan. Son engagement, bien sûr, dépasse largement le cadre médical. Convaincue que la santé des femmes est un enjeu stratégique de société, elle fonde en 2001 l'association Cœur des Femmes, donc ça nous rajeunit, à travers laquelle elle mène depuis plus de 20 ans des caravanes médicales au Maroc et sur le continent africain, permettant le dépistage et la prise en charge du cancer au sein auprès de femmes vulnérables. Son action s'inscrit également dans une diplomatie parallèle et citoyenne. Elle est aujourd'hui consul honoraire de la République de Gambie à Casablanca et elle œuvre au renforcement des liens humains et institutionnels entre nos deux pays. Elle est aussi membre de l'Union des consuls honoraires du Maroc où elle occupe la fonction de trésorière et bien sûr, elle est le lien avec son attache de cœur, présidente du comité diplomatie de la santé à la FICAC, Fédération mondiale des consuls honoraires. En 2019, son engagement est reconnu au plus haut niveau lorsqu'elle est nommée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, membre de la commission spéciale sur le modèle développement, chargée de repenser l'avenir socio-économique de notre pays. Et plus récemment, elle a rejoint l'Académie africaine des sciences de la santé, confirmant là encore son rôle de gouvernance de la santé à l'échelle du continent. Donc à la croisée de la médecine, de l'action publique et d'engagement panafricain, Raja Gzadi incarne une femme dirigeante engagée dans la cité qui met son expertise au service du bien commun et au-delà de nos frontières. Raja, marhaba bik dans les ailes du Maroc. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc comme je disais en introduction pour celles et ceux qui ne te connaissaient pas encore, tu es la première femme marocaine majeure au concours universitaire de médecine. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce moment fondateur, à ce stade de ta vie? Est-ce que tu pensais par ce parcours que ça va te permettre de prendre très tôt plus de responsabilités, que ça va t'amener à plus d'ouverture? C'est sûr qu'à cette époque-là, très jeune, comme tous les jeunes, on est un peu inconscient. On ne sait pas trop où on va. Mais il faut dire que pour moi, la chirurgie, je l'avais décidé, je l'avais visualisée dans mon esprit dès mon très très jeune âge, dès mon enfance. Donc c'était... C'est quoi le déclic? Alors le déclic, oui, peut-être qu'il y a eu un déclic. Le fait qu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'avais été soignée par un médecin, une histoire banale d'enlever les amygdales. Et puis j'ai été vraiment impressionnée par la carrure de ce docteur, par sa bienveillance, par son empathie, par son professionnalisme. Est-ce que déjà à l'époque, j'avais compris le bon professionnalisme, donc l'humain devant la technique, et le scientifique, voilà. Et je crois que c'est une image qui m'avait impactée jusqu'à vouloir être sa copie pour plus tard. Voilà, je pense que ça m'avait motivée. Donc l'exemplarité, donc cette projection sur ce monsieur. C'est une projection, mais d'une qualité humaine, on retrouve. de proximité, d'écoute et d'excellence. Et il fallait travailler dur. Alors, j'aime bien les chemins les plus tordus, les plus difficiles. Peut-être on dit que je suis une femme de défi, une femme de challenge. J'aime bien. J'essaie de... Donc tu es une marathonienne, parce que faire de la médecine, il faut être un peu marathonien. Il faut de la persévérance, il faut tracer, il faut se donner les moyens, avoir un but et se donner les moyens et persévérer. Et d'y aller pas à pas. Donc on a vu aussi, donc je vous l'ai dit aussi, que tu es chirurgienne, cancérologue, professeure universitaire. Comment on concilie le soin et la transmission?
il faut l'avoir comme fibre. D'accord, donc c'est un ADN, c'est quelque chose que tu portes en toi. Encore une fois, ce terme d'empathie, je risque de le répéter plusieurs fois parce que tout tourne, c'est un métier où tout tourne autour de l'empathie. Quand vous faites les choses avec amour, je pense qu'on les réussit. On peut dépasser tous les obstacles. Donc cette empathie, cette générosité de donner, d'apprendre et de donner, c'est quelque chose qui anime ce métier pour la plupart des gens. Est-ce qu'on peut dire que enseigner, ça renforce la qualité du soin par rapport à ce qu'on fait? Est-ce que c'est... Évidemment. On le sait tous, la science en général et la santé, la médecine, qui est une science par ailleurs assez subjective. Elle n'est pas juste. Les gens pensent qu'elle est juste. Elle n'est pas mathématique. Elle est très subjective et dépend d'un tas de facteurs. Multifactoriel, complexe. Multifactoriel et dont beaucoup on ne maîtrise pas. Je vais vous étonner en disant comme cette parole. Donc ça reste on va dire une science humaine avant d'être une science dure, on va dire. Non, c'est une science humaine. Il y a énormément de facteurs dans ce sens qui interagissent pour la réussite, en particulier par rapport à la chirurgie que j'exerce. Et donc, je disais que la médecine est une science qui innove tout le temps. Vous savez, il y a une innovation chaque 3 jours, c'est vivant. Les connaissances d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui ni celles de demain, et on le voit. La technologie, elle avance avec une vitesse incroyable. Donc, si vous ne suivez pas le rythme, un médecin qui reste un an sans lire, sans aller dans un forum, dans un congrès, ben, il est dépassé très rapidement. Donc le fait d'être enseignante, ça vous pousse tout le temps à étudier, à être informé et à transmettre, évidemment. Rester utile et rester à la page. Donc, comme je disais, tu enseignes, tu exerces, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Tu as dit à un moment donné, j'ai envie d'aller au-delà de la transmission, c'est partager cette envie de soigner. Tu as créé en 2001 l'association Cœur de Femmes. Si tu peux m'en dire un peu plus, ça a été quoi réellement le déclic? Oui, parce que ça a été un déclic, effectivement. Alors bon, chirurgien, vous êtes à l'hôpital universitaire, vous transmettez, vous opérez, les gardes, c'est des rythmes infernaux. Mais le déclic s'est fait par une femme qui, un jour, je la voyais attendre à des heures impossibles après le staff, après les réunions, parce qu'il y a toujours des staffs pour décider qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, les bilans des choses. Et cette dame qui attendait, et en la questionnant, elle voulait, évidemment j'étais la seule femme dans le groupe de chirurgiens, elle voulait absolument une femme qui l'opère. Et ça m'avait intriguée, je n'ai pas compris, parce que quand vous êtes dans un groupe, il y a une dynamique, il y a une façon de faire, vous oubliez que vous êtes homme ou femme, vous êtes médecin, vous êtes chirurgien, il faut agir et c'est tout. Mais là, elle m'a intriguée par sa question, pourquoi une femme ? Et c'est là qui m'a emmenée, ça a été un tournant dans ma vie, ça m'a emmenée parce que cette femme avait une pathologie de son sein, elle voulait absolument que ce soit une femme qui la traite. Et là j'ai compris que le côté féminin, que le côté pudeur, que le côté... elle voulait absolument une femme qui peut, certainement pourrait comprendre mieux cette proximité, cette pudeur en elle. Et ça a été le déclic, et ça a été le flambeau pour beaucoup de choses, le flambeau pour la santé de la femme, le flambeau qui m'a dirigée vers la chirurgie du sein. Et là, je me suis dit, il faut que je donne le meilleur pour ces femmes. Donc c'est cette rencontre qui fait que tu es passée d'une chirurgienne à une chirurgienne spécialisée dans cette pathologie, on va dire, du cœur des seins. Tout à fait. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Sûr, il faut tout un élan pour ça, une courbure. C'est un tournant, ça se prend doucement et sûrement, une formation, beaucoup de choses derrière. Mais ça a fait le déclic chez moi. Cette rencontre t'a permis de retracer, de repréciser le chemin. Peut-être ça a réveillé en moi la fibre féminine. Je ne suis pas féministe, mais je suis féminine. Donc la femme, elle a ses spécificités dans sa santé, dans son corps, il fallait intégrer tout ça.
Et évidemment, il y a eu un autre tournant, puisque vous parlez de l'association, un autre tournant qui m'a emmené justement de comprendre combien est l'inconfort, l'angoisse, tout ce que vous voulez, des gens qui sont loin, qui sont démunis, qui sont mal informés et qui se retrouvent avec ces cancers du sein, loin de tous les hôpitaux, des centres hyper spécialisés. Ouais. Et ça a été un petit calcul à faire. C'est simple, quelqu'un qui vient de zones enclavées, il va mettre un minimum de 1 an pour arriver au centre hospitalier qui traite ce genre de choses, où il y a toute la technologie pour ça. Donc ça t'a amené à faire, juste comme ça, tu peux donc à mettre en place des caravanes médicales au Maroc et en Afrique, je pense, pour rejoindre un peu ce que tu dis. Et qu'est-ce que ça t'a montré par rapport à la réalité de ces femmes face à cette maladie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a mis en exergue? On comprend énormément de choses, énormément de souffrances, énormément de spécificités, énormément d'éclatement de foyers à cause de maladies comme ça, énormément de douleurs, et vous parliez de l'Afrique, cette maladie n'a pas de frontières, c'est ça qui a fait le 3e cap dans ma vie, pour n'ayant pas de frontières, il y avait le défi, je suis une femme de défi, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et depuis, je pense, 2003, que je visite régulièrement des pays en organisant des campagnes de sensibilisation et de soins jusqu'au Bangladesh, même si ça a été le pays le plus, on va dire, le plus loin où j'ai été en mission humanitaire. Oui, mais toujours pour la femme, la femme en particulier démunie, chez qui l'information soit n'arrive pas, soit parce que c'est multifactoriel. Pourquoi ces femmes, leur souffrance est grande? Il y a le problème financier évidemment, mais il y a aussi l'information qui n'arrive pas, et il y a la proximité des structures. Des fois, elle peut être informée, mais la proximité n'est pas là. Donc, et donc double handicap, voire plusieurs handicaps. Et ça alourdit. Ça alourdit vis-à-vis d'une maladie assez sérieuse qui aujourd'hui, j'insiste dans votre émission, qui aujourd'hui peut guérir si on la prend à temps. Et d'où la prévention qui est essentielle. Et ça, si on peut informer tout le monde, on voit que depuis le paysage de la cancérologie a complètement été transformé. Et après, il y a eu la venue de la fondation Selma qui, avec une grande dimension, a fait que le paysage de la cancérologie a complètement changé, et que l'information aujourd'hui est dans tous les foyers, et que les femmes sont beaucoup plus sensibilisées. Ce qu'on voyait il y a 20 ans, on le voit presque plus aujourd'hui. Pour cette prévention, est-ce qu'aujourd'hui il y a un numéro vert? Est-ce que s'il y avait quelqu'un qui nous écoute, qui a autour de lui des personnes qui peuvent être, je dirais, de cette typologie, rapidement, est-ce qu'on a un numéro vert? Est-ce qu'on a une adresse? Qu'est-ce qu'on peut leur dire avant de alors il y a de gros efforts. Moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein. On est d'accord. Faut jamais, parce qu'on peut avancer sur ce qu'on a construit. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Si on avait une adresse, un mot, on n'a pas encore ce fameux numéro vert. On souhaite qu'il y ait une politique de santé pour la prévention continue dans tous les milieux, pour tous les âges, pour que enfin elle soit efficace. D'accord. Et c'est une politique qui ne coûterait pas grand-chose, qui allégerait la charge des hôpitaux. Là, tu interpelles nos décideurs pour qu'ils t'écoutent et qu'ils fassent en sorte que ça devienne une réalité, et donc le fameux numéro vert devient un des outils. Effectif. D'accord. Parce que ça va alléger nos ressources humaines qui sont, et le coût, on a une balance financière à observer, et garder des un gens meilleur actifs en bonne bien-être. santé, bien sûr. Plus, si on trouve la chose petite, on va la guérir. Clair, et donc clair. on gagne sur tous les fronts. On va passer maintenant de la santé à la diplomatie parallèle, puisque, je le disais, tu es consul honoraire de la Gambie. Comment on passe aujourd'hui du soin à la représentation diplomatique ?
Bah écoutez, c'est les soins, c'est la carrière de soins, l'expérience de soins qui vous ouvre les yeux pour comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'en général, on a le nez dans le guidon, Ouais. on soigne, et vous savez que les blocs opératoires, ça n'a ni fenêtre, ni porte, enfin bon, on voit rien, on est dans la chirurgie et on sort et on attend Le prochain, au suivant. Mais dès que vous sortez un petit peu, que vous essayez de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi les choses sont comme ça, ben, on apprend, on comprend, je me suis intéressée un petit peu, j'ai fait un petit diplôme de géopolitique de la santé en Afrique pour comprendre cette géopolitique. J'aime bien toujours les femmes, elles disent pas j'ai fait une spécialité en géopolitique, je fais un petit diplôme en géopolitique. Mais bon, comme c'est toi, je vais accepter le mot petit qui veut dire modestement quelque chose de grand. Vas-y. Et pour comprendre cette santé, comment elle fonctionne dans le monde. Je suis sortie du bloc pour l'humanitaire parce que je me suis rendu compte que la femme la plus démunie n'arrivait pas jusqu'à les centres de soins. Et ce qui m'a emmenée à dépasser la frontière pour voir pour la femme africaine. Mais après, et pourquoi les choses sont comme ça? C'était le questionnement que j'ai eu. Et qu'est-ce qui a mis le coup de fouet là pour encore plus essayer de comprendre? C'est le Covid. C'est le Covid. Comment ça s'est passé dans le monde? Là, vraiment, on se dit, ah tiens, il y a quelque chose dans la santé. C'est pas parce qu'on peut être concurrent dans tout. Dans sa maison, dans sa voiture, tout ce que vous voulez. Mais en matière de santé, normalement, il ne devrait pas y avoir de concurrence. On doit être égaux pour être soigné. C'est des moments où il y a une déchéance humaine et on devrait avoir des soins, normalement. Théoriquement le même accès, mais quand on voit les enjeux de la santé, les proportions que ça a pris, on se dit il faut être sur la table de décision pour défendre des positions pour pouvoir être un petit peu l'ambassadrice ou l'avocate de la santé de son pays, de son continent. Et on apprend énormément de choses. Beaucoup de choses se font, beaucoup de choses. S'il y avait une chose qu'on apprend quand on sort de sa zone de confort et on va un peu, c'est de la vraie diplomatie, on dit parler, mais c'est de la diplomatie quand on est consul honoraire. Qu'est-ce qui fait que, en un mot, qu'on n'est pas comme tous les consuls, on va dire, honoraires? Écoutez, j'ai été nommée consul honoraire justement par reconnaissance à cet humanitaire que je fais que j'essaie de faire dans le continent, dans plus d'une quinzaine de pays en Afrique. Pourquoi? Parce que je crois en ce que je fais et je crois en l'humain. C'est le centre du développement. Un humain en bonne santé, c'est le développement d'un pays. C'est le développement d'abord de la famille, la cellule familiale. Et dans tout ça, évidemment, que la santé de la femme est encore plus précieuse. C'est pas parce que je suis femme, j'ai dit, mais c'est parce que la femme a des particularités et parce que la femme, c'est le pilier d'une famille. Donc, à partir de là, quand on défend cette cause à laquelle on croit, malgré toutes les embûches, malgré tous les on essaie d'aller un petit peu dans des pupitres un peu. Bon, j'ai eu le privilège d'aller au moins 2 fois défendre la santé de la femme dans des tribunes comme l'ONU, un petit peu pour essayer de porter la voix. Porter la voix. C'est peut-être une goutte dans un océan, mais la santé de la femme est primordiale. Elle a ses particularités. Et encore une fois, avec cet argument majeur qui est la prévention et qui pourrait faire gagner sur tous les plans, j'y crois. Et je persisterai et on ne peut qu'être avec toi, parce que, comme on dit... à me battre pour ça, jusqu'à ce qu'on améliore les choses dans un monde très turbulent. Plus que turbulent. Et j'espère que... On parle beaucoup maintenant de give back, de personnes qui disent qu'est-ce que je peux faire pour la cité. On n'espère que quelqu'un va venir toquer et dire voilà, qu'est-ce qu'on peut accompagner ce que tu fais. En parallèle, effectivement, tu as cette dimension Afrique et
souvent on dit nul n'est prophète en son pays, mais tu as été identifié et nommé membre de la commission spéciale du modèle de développement. Qu'est-ce que ça t'a apporté et comment on fait entendre sa voix un peu médicale dans des réflexions macroéconomiques, même si quelque part tu as un peu débroussaillé en rappelant l'importance de la santé pour faire de l'économique, mais qu'est-ce que ça t'a apporté ce regard dans cette commission? D'abord, ce fut un insigne honneur pour moi d'avoir été nommée par Sa Majesté le Roi dans cette commission. Deuxièmement, c'était la plus belle école de la vie. D'accord. Parce Pourquoi ? qu'avec autant de grandes personnalités, de grandes personnes qui connaissent qui ont de très grosses expériences, côtoyer des gens comme ça. Comme dans un super orchestre philharmonique. Magnifique. Vous êtes emporté dans... J'ai énormément appris. Évidemment que dans cet apprentissage, j'ai essayé de par mon expérience de terrain, de la femme praticienne, j'allais vers la femme stratège pour comprendre, encore une fois, cette santé, quelles sont les stratégies gagnantes. Parce que dans le monde entier, la santé est soumise à des défis énormes, démographiques, nutritionnels, technologiques, épidémiologiques. On voit que la pyramide des âges augmente, donc les maladies augmentent. Ce cancer est en train d'exploser dans le monde, dans notre pays. C'est un coup. Donc, comment revoir la santé dans sa stratégie, dans la vision. On ne peut plus traiter comme on traitait hier. Il y aura une autre santé pour demain, avec d'autres outils et avec une autre formation des ressources humaines, des professionnels de santé. Donc tout ça a permis de mixer, de comprendre tous ces enjeux et ça a été encore une fois la plus belle école de ma vie. Donc une belle expérience humaine et une contribution dans des groupes collective, où l'intelligence collective au service de tes combats. Donc ça c'est bien. Tu as rejoint, parce qu'on revient toujours à un sujet qui te tient beaucoup à cœur, donc l'Afrique, on le voit, l'Académie africaine des sciences de la santé. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette dimension continentale? Est-ce que c'est toujours pour dire, le point d'ancrage du Maroc est important, mais rappeler, et on l'a vu, les compétitions qu'on a vues nous mènent à plein d'autres choses, mais que on a un continent pluriel. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette dimension continentale? Et selon toi, est-ce qu'il y a des défis communs aux femmes africaines sur le continent? Bon, on voit que la santé aujourd'hui, c'est le sujet majeur. D'accord. Et surtout après la crise qu'on a passée, que le Covid. monde a passée. Sa Majesté le Roi, grâce à sa vision, grâce à sa clairvoyance, met la santé en priorité. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a toute une refonte du système de santé dans le pays. Et évidemment, il y a énormément de choses qui se font, peut-être pas toujours visibles, mais il y a encore du travail à faire. Pour le continent, c'est des enjeux à peu près pareils. Évidemment que le Maroc a une vision beaucoup plus globale, plus visible, plus avancée peut-être sur beaucoup de secteurs. Nous avons une technologie très avancée, nous avons une formation très solide, nous avons beaucoup de collègues qui viennent de différents pays d'Afrique pour se former au Maroc et ils en sont très fiers, il y a beaucoup de partage. Et donc, mais il y a énormément de choses à faire. Et donc, la création de cette académie, c'est dans ce sens, pour qu'il y ait un partage, pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait une vision commune. Évidemment, chaque pays aura sa spécificité, voilà, mais il y aura une vision commune pour toujours mettre la santé comme pilier de développement pour tous les pays et avancer ensemble et partager dans le cadre de cette... Jouer collectif, apprendre à intégrer des problématiques communes dans quelque chose qui est peut-être plus visible et plus facile à accompagner. Et dans cette coopération sud-sud, on ne va pas attendre qu'on nous tende la main. Se prendre en charge. On
on peut avoir une industrie pharmaceutique et on sait que le Maroc est fer de lance dans ce sens. On voit toutes les universités des sciences médicales qui aujourd'hui sont sur place. Donc on aura un personnel de santé très bien formé. Et donc là, il faut avoir une bonne gouvernance pour stabiliser et pérenniser tout ça. Voilà. On va passer à, c'est vrai, quand on voit un peu tous tes combats, tu es sur plusieurs fronts. Ma question, c'est que souvent on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Est-ce que tu serais plus dans un cadre d'intégration? Et comment tu fais pour tenir ensemble toutes ces responsabilités? Est-ce que c'est quoi tes tips? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui t'aide à rester aligné dans un parcours aussi exigeant? L'exigence. Donc c'est un effet moteur et c'est quelque chose qui est... Au fait, j'ai été éduquée, et je rends hommage à mes parents, qui m'ont éduquée dans l'honnêteté intellectuelle, le sérieux et le travail. Le mot d'ordre, c'était le travail. Donc quand vous êtes avec ces ingrédients, alors tout ce qui est superflu, vous le laissez de côté. Mon métier m'a appris à vivre dans la simplicité, dans le vrai, et dans l'essentiel. Et le temps, quand vous parlez de comment je fais pour juguler, évidemment qu'il y a du temps que je rattrape quand j'annule les superflus et que je rattrape pour faire autre chose. Donc, parce que choisir, c'est aussi, comment dirais-je, accepter de ne pas faire certaines choses pour mieux faire celles qui te tiennent plus à cœur. Donc l'essentiel. Et quelle est la part de ce que tu refuses de sacrifier, même au nom de l'engagement? L'honnêteté intellectuelle. C'est un vrai... Je pense aussi cette empathie. Je vous ai promis que je vais en parler souvent, mais bon, je trouve que... Fais ta singularité aussi. C'est quelque chose qui donne une âme au métier. C'est clair. Et puis, comme tu as dit, ça humanise et peut-être c'est pour ça que tu es là. Cette rencontre à 5-6 ans, parfois on dit les vocations naissent un peu plus tard, mais toi c'était déjà très tôt. Maintenant, je vais passer à mes questions un peu décalées, à mes madeleines que j'aime bien. Et on va essayer de faire du tac au tac, parce que là, avant d'atterrir tranquillement sur la conclusion, quel est le mot qui te donne du courage? La reconnaissance. Je ne vais pas le nier. Un lieu où tu te ressources. Est-ce que tu as un lieu où tu vas souvent? Le silence, la nature. Donc c'est une rencontre qui a changé ton regard. Je peux parler de 3 rencontres. Bien sûr, allez, rapidement. Parce que j'ai 3 vies dans une vie. Allez. En chirurgie, j'avais ce que j'appelais moi la déesse de la chirurgie. Je ne citerai pas de nom, mais pour moi, c'était la déesse de la chirurgie du sein. J'essayais même de la mimiser même dans ses gestes. Tu as le droit de la citer, hein, donc, parce que là aussi, ce que je dis à beaucoup de femmes, c'est que souvent, on peut ne pas parler de soi, mais il faut parler des autres, parce que très souvent, on a l'impression que celles qui nous boostent sont ou mortes ou ailleurs, alors que souvent, elles sont à côté. Et moi, je pense que la responsabilité des ailes du Maroc, c'est de dire il faut qu'on arrête le complexe parfois du lointain, et quand il est loin et qu'il le mérite, pourquoi pas, mais qu'on a le droit et l'obligation d'en parler, parce que c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a plein de gens qui disent moi j'aurais jamais cette chance de faire ce... Mais par contre oui, traverser la rue et rencontrer peut-être Alja, c'est plus dans mes cordes, comment je peux le faire? Donc vas-y, je t'écoute. La deuxième femme, elle est bien loin, mais c'est une icône, Mère Thérèse dans son humanitaire. Je l'adore aussi. C'est un symbole mondial d'amour. Parce que la troisième, c'est en matière de géopolitique, c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué, que j'ai eu la chance et le plaisir et l'honneur de côtoyer très peu. Je connais très bien sa famille, mais Kofi Annan. Lui, en matière de... C'est lui qui m'a mis la puce par rapport à cette vision. Un bon mentor. De très belles discussions. Donc, tout ce comment ce monde fonctionne, et il faut le comprendre. Une peur que tu arrives à dépasser, que tu as dépassé, une peur?
Je ne vais pas dire venir au studio, non. Là, tu me taquines là. Une valeur non négociable. Peut-être que tu l'as déjà dite, mais... La rigueur. La rigueur. Ce que l'Afrique t'a appris? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'humanisme, la chaleur humaine. Et puis démystifier la vie et la mort. Je suis dans un secteur où on est dans la vie et la mort. Oui. Une cause encore trop silencieuse pour toi? Est-ce qu'il y a encore une cause trop silencieuse pour toi? Je sais pas, on parle de tout. Les médias font vraiment énormément de... Donc ça bouge. Mais ça bouge. Je crois qu'il n'y a plus de tabou. Est-ce qu'il y a un geste qui t'apaise avant une décision importante? Un peu de méditation, oui. Ta définition de la réussite aujourd'hui? C'est être serein, être confiant, aller de l'avant et faire ce dont on croit, en quoi on croit. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton parcours aujourd'hui? Des milliers de personnes que j'ai opérées, à qui je rends hommage pour leur confiance de m'avoir confié leur vie. Donc, tu vois, tu refais ça, c'est tout toi ça. On va maintenant atterrir tranquillement et je voudrais, pour celles et ceux qui nous regardent, quel message tu voudrais adresser aux jeunes femmes qui hésitent à s'engager pleinement dans tout ce qu'elles font? Donc toi, c'était dans la médecine, après c'était... Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Il ne faut pas hésiter. Just do it. Just do it, but avoir un objectif. Ne pas partir comme ça. Avoir un objectif. Moi, c'est très chirurgical ça. Savoir où on va, se donner les moyens, c'est-à-dire compter dans son sac qu'est-ce qu'on a comme moyen, comme outil, et avancer. Si tu devais résumer en une phrase ton parcours, ça serait quoi? Je suis très fière d'avoir fait ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je referais la même trajectoire et que je suis heureuse aujourd'hui par cette ouverture vers le monde, vers la santé mondiale, pour pouvoir toute l'expérience que j'ai faite, que j'ai ramassée pendant 40 ans de chirurgie, là je dis, c'est la première fois que je parle de ce chiffre, pendant 40 ans de chirurgie, la mettre... 4 grands printemps. 4 grands printemps, j'ai pas honte de le dire. Non, mais c'est au compte, ça te rajeunit, puis on voit que quand on est en bonne santé, engagé, et comme tu as dit, on a toujours 8 ans. Moi je te vois, tu as 8 ans. Du monde de la santé et de cette santé mondiale. Ben, merci Raja. Xadi, tu nous rappelles que le leadership peut soigner, représenter et relier les peuples. Et comme on dit ici, on ne brise pas le plafond, on redessine les ciels. À la prochaine.